tous. On est de retour pour le 6e CQFR de la semaine, celui où on répond à toutes vos questions. D'ailleurs, je vous rappelle l'adresse mail où vous pouvez envoyer vos questions, cqfr.rivers@gmail.com. Je ne dis pas de bêtises, Théo, j'ai un doute à C'est chaque fois, hein. exactement ça, On c'est le parfait. répète moins qu'avant, mais voilà, c'est là où vous pouvez envoyer toutes vos questions. D'habitude, Shai les sélectionne et nous les pose. Là, il n'y a pas Shai, alors on se permet de le faire un peu en freestyle. On va découvrir les questions au fur et à mesure, Théo. Exactement, donc là je les découvre en même temps que toi, comme la semaine dernière. C'est gentil, j'ai vu que certains ça leur plaisait le côté un peu spontané, donc c'était pas calculé. C'est J'aime bien juste que c'est aussi, comme ça qu'on va faire. je t'avoue que j'aime bien aussi, c'est assez marrant de, de voir que tu découvres en même temps que moi. Allez, on va commencer tout de suite avec une question de Lux qui nous dit: Je constate souvent que dans vos analyses, et plus largement dans les médias sportifs basket comme foot, on parle des qualités de tacticien d'un coach ou d'une équipe, surtout en play-off. Pourtant, dans beaucoup de podcasts, ce sont plutôt les performances individuelles qui ressortent pour expliquer une victoire ou une défaite. Peut-être que c'est simplement ma perception, ou elle est peut-être fausse, mais je me demande, est-ce parce qu'il est difficile de vulgariser et d'expliquer clairement des choix ou intentions tactiques avec des mots, ou bien parce que vous craignez de perdre des auditeurs avec trop de détails techniques? Pour ma part, je trouve que c'est un angle qui apporterait beaucoup, c'est assez rare, mais j'ai déjà entendu un consultant foot le faire et ça m'a vraiment donné une autre vision d'un match. Bonne journée à vous, Lux. J'ai l'impression qu'on l'a déjà fait quand même. Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression qu'on l'a quand même aussi déjà fait, qu'on a déjà mis en avant certains choix de coaching, notamment pendant les finales d'ailleurs, avec Fred Ouais. aussi. On a beaucoup parlé de coaching pendant les finales. Je pense qu'on fait un peu des deux. Après, du coup, j'ai pas tout à fait de réponse à la question. Peut-être que des fois, c'est plus simple. Après, on n'a pas non plus un temps illimité. C'est-à-dire que si on devait revenir sur chaque facteur, parce que c'est individuel, c'est collectif, c'est le coaching, il y a tellement d'aspects. Je pense que des fois, on va vers là où on a l'impression que c'était le plus marquant, ou vers là où ça nous a le plus inspiré, là où ça nous a le plus marqué. J'ai l'impression qu'on fait un peu des deux quand même. Ouais, je pense que c'est aussi peut-être dû à la spécificité, enfin spécificité, non, mais à l'identité de la NBA, où le but, de toute façon, c'est que les meilleurs joueurs sont tellement forts que le but, c'est toujours de mettre la balle dans les mains des meilleurs joueurs et de les mettre, les laisser en capacité de faire ce qu'ils font le mieux, en fait. Et ce qui veut dire que finalement, je pense qu'il y a peut-être, du moins en saison régulière, pas tant de coups de coaching que ça. C'est plus que chaque équipe a un petit peu son identité, a identifié sa hiérarchie offensive, a une façon de jouer, et ça va quasiment être la même pendant 82 matchs, où j'exagère un peu. Il y a une exception peut-être, et je repense à un match notamment des Lakers l'an dernier contre les Nuggets, qui avaient complètement réussi à couper Nikola Jokic du ballon. Les Lakers avaient gagné d'ailleurs ce match-là. Bah là, ça sortait un petit peu de l'ordinaire. Tu voyais vraiment qu'il y avait eu, un petit peu comme en playoff, un plan de jeu spécifique pour gêner Nikola Jokic. Certainement aussi dans l'idée de se dire, bon, bah, si jamais on doit les croiser en playoff, ça nous permet déjà de faire un test grandeur nature sur un match qui n'a pas une grande importance quelque part. Mais globalement, sur la saison régulière, je pense qu'il n'y a pas tant de coups de coaching que ça. On sait qu'il y a des équipes qui ont plus quand même reposent plus sur des concepts spécifiques que d'autres. Je pense aux Raptors de l'époque Nick Nurse, où par manque de talent peut-être, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Ils proposaient plein de choses, des défenses combinées, etc. Où je repense forcément un petit peu à ce que peut faire Miami parfois, aussi pour les mêmes raisons, parce que finalement, il n'y a peut-être pas autant de talent que dans les meilleures équipes. Et du coup, là encore, sur les aspects défensifs, notamment, il y a des choses qui sont un petit peu particulières. Mais sinon, je pense que les coups de coaching, c'est plutôt en playoff, en ce qui concerne la NBA, toujours, et parfois même, ou sur des fins de match précises, mais j'ai pas le sentiment, dans une ligue pardon, où il y a autant de matchs, qu'il y ait vraiment systématiquement, tu sais, une préparation spéciale, un plan de jeu. Bien sûr, il y a un plan de jeu pour l'adversaire du soir, mais honnêtement, je pense que dans la semaine, le plan de jeu, ça va être le même, en gros, qui va être adapté simplement aux spécificités des équipes adverses. Je sais pas ce que tu en penses, Antoine. Oui, si, je te rejoins. Après, il y a quand même chaque coach qui amène sa patte à son équipe, en lui donnant une manière de jouer. Mais bon, déjà, les systèmes se ressemblent beaucoup d'une franchise à l'autre. Et il n'y a pas tant d'entraînement que ça pendant l'année de toute façon. Ils n'arrêtent pas de le répéter, les joueurs, les coachs, tout le monde le répète, que tu t'entraînes pas beaucoup collectivement. Donc, dans une longue saison régulière, il y a aussi plein de moments où tu te reposes plus sur des principes de jeu et sur les principes liés à la philosophie de ton coach et de ton équipe, quoi.
Par contre, pour répondre à Lux, nous, ça nous intéresse bien sûr, et la question tombe bien, parce que j'ai pas fait exprès, promis, c'était la première qui était en haut des mails, mais justement, le podcast qu'on a lancé cette semaine avec Fred Young, le jeu, ça sera justement l'une des idées de ce podcast, c'est parfois de faire des focus, des zooms sur justement des ajustements techniques ou des options tactiques choisies par des entraîneurs. Donc je pense que on aura l'opportunité de rentrer dans le détail dans ce podcast-là, peut-être un peu plus que dans c'est vrai que le CQFR tous les matins, saison régulière, il y a beaucoup de matchs, on n'a pas le temps ou l'occasion d'aller un peu plus dans le détail, mais tu avais raison dans ce que tu disais, Antoine. Je pense que pendant les playoffs, quand même, on regarde ça d'un œil un peu plus attentif, je pense. Ouais, je suis d'accord. Allez, j'enchaîne avec une question qui nous est envoyée par Oliver. Salut, vous avez évoqué un sondage ESPN dans lequel des GM faisaient leurs pronostics pour le titre. Et comme depuis pas mal d'années, une écrasante majorité des proprios ont voté pour OKC ou Denver pour le titre NBA. Vous avez aussi, dans un de vos derniers podcasts concernant les Knicks, dans lequel vous parliez de leur effectif, et vous disiez que vous les voyez taillés pour atteindre le sommet de la conférence Est, mais pas forcément pour décrocher le Graal. J'ai l'impression que, au moins dès le début des années 2000, les équipes de l'Est, en finale, servent pour la plupart du temps de paillasson. Three-peat pour les Lakers, Knicks 99, Nets 2003, Cavs 2007. Quand l'Ouest est favori, ça gagne, sauf en 2016 et 2019. Très rarement, l'équipe de l'Est a été favorite en finale. Il cite Boston en 2024, le Heat en 2012, ça gagne, mais le Heat en 2011, ça perd. En 2004, c'est aussi une surprise, quoi qu'on en dise. J'ai aussi l'impression que les Bulls de Jordan masquaient déjà un peu l'écart, mais je ne connais pas trop cette époque de la NBA, donc à voir. Je ne vois pas vraiment de moyen de renverser la situation, puisqu'avec la draft, des premiers choix de draft filent à l'Ouest. Cette année, le pick 1 et 2. Et rien n'empêche les rares petites équipes de l'Ouest de tanker, comme le Jazz. Aussi, certaines équipes de l'Est sont dans une optique sportive un peu étrange, en se disant « Si je vais en finale NBA, tout peut se passer, on verra bien ». Or, les Pacers me paraissent être une exception, et ce n'est pas dit que les Cavs ou les Knicks auraient joué un Game 7 face à OKC. Ma question est donc, depuis quand, selon vous, y a-t-il un tel écart de niveau entre les deux conférences? Que doit faire l'Est pour réduire cet écart? C'est marrant, j'ai l'impression qu'on nous a sans doute déjà posé la question. Faut se méfier, pour moi, c'est un peu des cycles, et effectivement, on est dans un cycle qui est très en faveur de la conférence Ouest. Par exemple, pour l'époque Jordan, que moi non plus, j'ai pas suivi de près, mais si je regarde le nombre d'équipes, quand même, la densité, il y avait beau avoir une belle conférence Ouest, j'ai l'impression que l'Est, c'était quand même massif. Et que limite Jordan, oui, les Bulls, et ça a été incroyablement fort, mais que les équipes des Knicks auraient très bien pu être championnes aussi, que le Magic avec Shaq et Penny, y avait vraiment le Heat, les Pacers avec Reggie Miller, il y avait une conférence Est très 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 solide. Après, c'est vrai qu'effectivement, l'Ouest a repris le dessus depuis la retraite de Jordan, je dirais. Il y a quand même eu des périodes, hein. Sur le nombre de titres, d'ailleurs, sur 25 ans, c'est en faveur de l'Ouest, mais c'est pas non plus complètement déséquilibré. Il y a eu aussi quelques belles périodes. Il y a quand même eu il y a eu des grosses équipes de l'Est. C'était plus sur la densité de 1 à 15 où l'Ouest me semble au-dessus depuis un grand moment, en fait. Où depuis 25 ans, on a effectivement une conférence Ouest qui est plus homogène, à un niveau plus élevé, du coup, que la conférence Est. Ça s'explique aussi peut-être par la manière dont les mouvements se font aujourd'hui en NBA. Il y a de moins en moins de free agency, il y a de plus en plus de joueurs qui demandent leur transfert, ou même via la free agency, ce qui était moins répandu dans les années 90. Il y en a un paquet, ils veulent jouer à l'Ouest, ils veulent jouer là où il fait beau, là où il y a moins de taxes. Los Angeles, Phoenix, le Texas, c'est des franchises, c'est des villes qui du coup se retrouvent très prisées. Je pense qu'il y a eu un moment aussi, et désolé Théo, je fais un peu long, je pense qu'il y a eu un moment des meilleurs GM, hein, ça a fait une grosse différence. C'est que je pense qu'à un moment, il y a eu de bien meilleurs GM à l'Ouest qu'à l'Est. En tout cas, il y avait quelques GM très mauvais à l'Est qui ont plombé des franchises. Mais tout ça, c'est pas... ça va se réinverser un jour ou l'autre, en fait. Je suis pas inquiet. Pour moi, il n'y a aucune mesure à faire. Par exemple, même le coup les playoffs, on enlève les conférences. Je suis pas si convaincu que ça, en fait. Je suis pas sûr qu'on aurait des playoffs beaucoup plus fairs. On aurait peut-être... 9 ou 10 équipes de l'Ouest quand même, il y aura un déséquilibre, mais je pense qu'il faut attendre encore. La conférence Est va finir par se relever. Il y a notamment des petits marchés ou des équipes faibles qui ont changé de dirigeants. Je pense aux Wizards, je pense aux Hornets, où tu sens qu'il y a quand même une espèce de cohérence dans ce qui se construit. Et oui, il n'y a pas eu de chance à la loterie
C'est vrai que là, Wembanyama, c'était une équipe de l'Ouest. Cooper Flag, c'est une équipe de l'Ouest. Le numéro des derrière Dylan Harper, c'est une équipe de l'Ouest. Mais ça va venir pour l'Est, en fait. Ouais, je te rejoins notamment sur tout le volet finalement soleil et taxe, parce qu'effectivement, il n'y a pas de franchise à l'Est, par exemple, à part si un petit peu en Floride, pardon. En Floride, ouais, il y a Orlando, Miami et Orlando. Miami, voilà, tu payes un petit peu moins d'impôts, etc. Ça joue. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui viennent de Los Angeles et de la région de Californie, Exactement. donc qui ont envie de rentrer chez eux. Ça joue. Par contre, il y a quelque chose qui est assez juste, je trouve, dans ce qui est noté dans la question, c'est le fait que effectivement, tu peux vite te leurrer à l'Est en finissant 5e de ta conférence et en disant bah finalement on a fait une bonne saison, ça sert à rien de repartir de zéro. Si je pense à une franchise comme Chicago par exemple, les Bulls qui Bah, ouais. sont un énorme marché, qui est une franchise qui gagne de l'argent, vraiment, parce qu'elle vit sur son image, elle vit sur la taille de son marché, sur l'héritage de Jordan et des Bulls de ces années-là, un petit peu certainement aussi sur les Bulls de Derrick Rose qui avait permis de revitaliser un petit peu tout ça. Il n'y a aucune raison que cette franchise continue d'être médiocre année après année et ne se soit pas dit à un moment on repart vraiment de zéro, on se reconstruit, parce que à quoi ça nous sert d'être 5, 6e, de 8e à un coup, de faire un tour de playoff, ça sert strictement à rien. Et je pense qu'effectivement il y a d'autres équipes de l'Est qui peuvent un petit peu se leurrer là-dessus, sur leur niveau, et comme le disait notre auditeur dans la question, on se dit ouais mais regarde, si on fait les playoffs, on peut peut-être passer un tour, et si on passe un tour, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est relativement vrai pour pas mal d'équipes de la conférence Est. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Tu peux beaucoup plus facilement à l'Est passer d'outsider à finaliste. Le gap est moins grand. Il y a moins de marches à franchir et ça peut être trompeur. Il y a plein d'équipes. Regarde Atlanta, regarde Orlando, regarde Détroit, qui vont être citées comme des équipes presque d'outsiders parce qu'elles sont à l'Est, mais ces équipes-là à l'Ouest, elles ne feraient pas figure de top 4 ou top 5 en fait. Tu vois, quand je vois les Pistons, l'effectif, je suis désolé, je prends Détroit comme exemple, mais c'est limité. Tu vois, au final, c'est limité. Il y a des bons joueurs, c'est correct, mais c'est très limité par rapport. Les Timberwolves contre les Pistons, ça, pour moi, on est sur deux mondes différents. Et pourtant, les Timberwolves sont rarement perçus comme une équipe qui va faire le top 4 à l'Ouest. Après, ouais, vas-y. Pardon, non, juste sur les Timberwolves, pardon. Je pense que c'est l'une des équipes, globalement, les plus sous-cotées de la ligue. Ils ont fait 2 finales de conférence de suite. Il n'y a aucune raison de penser qu'ils seront moins forts significativement cette saison. Et je pense vraiment que c'est une franchise qui est sous-estimée. Et tu sais ce qui est marrant, c'est une franchise qui est susceptible de passer à l'Est un jour, notamment si à Las Vegas et Seattle qui arrivent, et c'est une équipe qui aurait tout à gagner à jouer à l'Est, en fait, Minnesota. Ce serait sans doute tout de suite, on les mettrait dans la même catégorie que Cleveland ou New York. Tu vois, quand les médias en général vont présenter leurs candidats au titre, de par la faiblesse de l'Est, ils vont peut-être mettre Cleveland et New York, certains, pas tous les médias, vont mettre Cleveland et New York parmi les favoris au titre. Et pour moi, ça serait faux, ou c'est pas complètement vrai. Et tu vas pas non plus mettre 6 équipes de l'Ouest dans cette catégorie des favoris au titre, alors que Minnesota n'a pas grand-chose à envier à Cleveland ou New York. Il y a un peu ce truc-là. Après, d'ordinaire, dans la conférence Est, c'est un cas un peu particulier cette saison, mais d'ordinaire, les deux meilleures équipes de l'Est ont quand même ce qu'il faut. Et si on regarde les derniers champions, 2024, c'est une équipe de l'Est. 2023, c'est donc l'Ouest. 2022, c'est l'Ouest. 2021, c'est une équipe de l'Est. On est à 2-2 sur les 4 dernières années. 2020, c'est les Lakers. 3-2. 2019, c'est une équipe de l'Est, Toronto. Alors, dans des circonstances un petit peu. Mais tu vois, tu reviens à 3-3. 2017 et 2018, c'est les Warriors. Mais quelle équipe des Warriors il a fallu. Kevin Durant et Stephen Curry ensemble, ça fausse un peu la donne. L'équipe des Cavs de 2017, par exemple, pas forcément celle de 2018, mais celle de 2017, mais elle est énormissime. Je crois qu'on s'en rend même pas compte parce qu'ils prennent 4-1, mais c'est une équipe monstrueuse. 2016, c'est une équipe de l'Est qui gagne. 2015, c'est donc les Warriors, c'était un peu surprenant d'ailleurs, et il y avait beaucoup de blessés du côté des Cavs, mais on a quand même eu 2 sacrées équipes à ce moment-là sur ces finales. 2014, c'est San Antonio, mais 2013-2012, c'est Miami. Tu vois, je veux dire, là, en remontant pas si loin, en faisant 10 ans, en faisant plus de 10 ans, j'ai équilibré le nombre de champions entre Est et Ouest. Donc même s'il y a un déséquilibre comment dire, dans la globalité, les grosses locomotives de l'Est généralement arrivent à être favorites aussi des finales. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que tu vois, tu disais les Knicks ou les Cavs favoris pour le titre.
en fait, il y a un aspect tout simplement mathématique. C'est que s'ils sont quasiment sûrs d'être en finale, ils ont plus de chances finalement de D'être pouvoir être champion, bien champion sûr. que le quatrième potentiel de la conférence Ouest. Tu vois, c'est aussi simple que Bien ça sûr. parce qu'effectivement, je te rejoins sur les très fortes équipes de l'Est. C'est plus c'est le décrochage en fait qu'il y a souvent après les deux premières équipes de l'Est ou deux, trois premières, allez je vais dire trois, et le reste, où tu te dis là il y a un vrai décrochage. Alors derrière, c'est souvent, les équipes sont très proches, mais tu dis en niveau, c'est quand même vraiment un pan en dessous des deux premières, alors que finalement à l'Ouest, souvent quand tu regardes les quatre premiers, j'ai l'impression que souvent c'est quand même plus resserré, quoi. Et même dans la colonne 4-10, en fait, 4-10 à l'ouest, c'est très élevé le niveau Ouais, de ouais, t'as 4 à raison. 10e, alors qu'à l'est, c'est très faible de 4 à Mm. 10. Et il y a peu de différence entre le 4e et le 10e. Et c'est pour ça que je dis que tu peux passer facilement d'outsider à favori à l'est. C'est qu'en fait, ouais, entre 4 et 10, des fois, il suffit d'un joueur. Tu Mm. rajoutes un joueur à ton effectif, tu passes direct de 7e Regarde Orlando. Orlando, avec Desmond Bane, est présenté comme une équipe qui peut jouer le top 4, qui peut éventuellement, dans les scénarios plus optimistes, aller en finale de conférence. J'y crois pas, tu vois, mais ça va être un C'est pas scénario. impossible, hein. C'est pas exactement. Mm. J'y crois pas, mais en même temps, on est d'accord que c'est pas impossible. Et sur certains scénarios optimistes, je pense qu'il y a beaucoup de parieurs qui vont tenter ce côté-là. Il y a ceux qui voudront faire des bold prédictions, vont un peu tenter le côté Orlando va aller en finale de conférence. Et globalement, alors ils n'ont pas ajouté qu'un seul joueur, il y a aussi la progression interne de leurs jeunes, mais juste avec un trade, entre guillemets, tu te retrouves à basculer dans une autre catégorie, alors que ça fait 2 ans que tu étais quatrième, cinquième, t'es pas loin du. En fait, des fois, t'es même pas si loin de finir dans le play-in, tu vois, tu foires un peu ta saison, tu finis au play-in. Donc, voilà, il y a cet écart pour moi. La zone 4-10 de l'Est est terrible. Et c'est vrai que c'est paradoxalement, du coup, plus simple de tanker à l'Ouest. C'est plus dur d'accrocher les playoffs à l'Ouest, mais tanker à l'Ouest, c'est plus simple. Il y a 13 équipes sur 15 dans ta conférence qui vont C'est vouloir vrai. jouer les premiers blancs. Des fois, tu n'as même pas besoin d'être complètement nul pour terminer dans les 2 derniers de ta conférence. Alors après, évidemment, le tanking, c'est le bilan de chaque équipe. Donc si tu as 5 équipes de l'Est qui sont catastrophiques, tu peux te retrouver avec le 6e pire bilan de la Ligue alors que tu es dernier de ta conférence. Mais tu joues beaucoup contre des équipes de l'Ouest. Par définition, tu joues à l'Ouest, tu joues plus contre des équipes de l'Ouest, tu peux perdre plus de matchs. Tu peux te retrouver dans une position où c'est assez simple de tanker si tu es les Pelicans, si tu es le Jazz. Alors ça n'a pas profité pour eux la dernière loterie, mais il y a cette possibilité qui est. Alors que Charlotte, tu vas être en concurrence avec Washington, avec toutes les équipes nulles, quoi. Mais même Brooklyn, en fait. Brooklyn qui Ah ouais. tankait de facto parce qu'il n'y avait pas le talent pour gagner des matchs, mais qui était quand même bien orchestré par un bon coach, ont gagné finalement trop de matchs, en fait, pour Ouais. valider leur objectif, quoi. Exactement, parce que tu es dans une conférence un peu faible où tu vas te mettre à gagner des matchs contre des équipes que tu n'as pas envie de battre, mais où il Mm. faut parfois moins, il faut pas grand-chose, comme tu l'as dit, pour gagner. Juste un coach qui organise bien quelque chose et voilà, te retrouver à gagner des matchs avec Cam Thomas en superstar. C'est ça, exactement. Allez, une question de Anthony du 07. La question, le mail s'intitule Dark Basket Session. Bonjour Shai, Théo et Antoine, des podcasts quotidiens, un nouveau format et un magnifique plateau avec le jeu et Fred Young, un nouveau MOOC qui s'annonce, vous nous régalez, merci et félicitations pour l'ensemble de votre travail. La nouvelle saison se rapproche rapidement et les previews se multiplient. Pour amorcer la nouvelle saison d'un angle un peu différent, je vous propose un petit jeu. Chacun de nous a une part sombre, et même si vous faites preuve de bienveillance, vous aussi vous avez une part d'ombre en vous. Pour révéler cette part sombre, je vous propose 3 petites questions sur la saison à venir. Est-ce que tu es prêt, Antoine ? Ouais, généralement, je suis toujours prêt à être sombre. C'est pas Très un bien, truc qui me Dark fait peur. Email activé. Allez, première question. Quel coach souhaiteriez-vous voir licencier très rapidement cette saison ? Doc Rivers. Mais Il c'est avait parce que, mis en entre fait, tu vois, parenthèses, allô Doc, il avait mis ça dans sa question. mais Il tu vois, avait vu c'est venir. pas sombre en fait. Là, ce qui est fou, c'est que c'est pas si sombre. C'est que j'espère. Alors, je suis partagé parce que si Doc Rivers se fait virer, ça veut dire que les Bucks commencent pas bien. Alors, je suis pas pour les Bucks, mais voilà, tout le monde a compris. J'aime bien gagner. J'ai envie que Milwaukee s'en sorte un peu mieux. Voilà. Donc, si Doc se fait virer, ça veut dire que les Bucks jouent pas très bien, donc c'est pas forcément cool. Mais d'un autre côté, j'ai envie d'avoir espoir. J'ai envie d'avoir des espoirs pour Giannis et pour les Bucks. Et je me dis que s'il y a un autre coach, un coach en quel moi j'arrive à croire, ma vision des Bucks sera peut-être un peu différente, de me dire, ok, quelqu'un qui va mieux optimiser. Donc c'est pour ça que Doc Rivers m'est venu en tête immédiatement. Très bien. Moi, j'ai beaucoup de mal parce que vraiment, alors que je suis vraiment, comme tu le sais, Antoine, pas un fan de Doc Rivers,
Il n'y a vraiment pas de coach que j'ai envie de voir se faire virer particulièrement. Je pense même que Doc Rivers, avec des effectifs un petit peu brinque-ballant, c'est peut-être mieux pour lui, quelque part. J'ai beau être critique, je pense pas que ça soit... C'est pas un faux coach ou un mauvais coach, en fait. C'est juste comment dire, le différentiel entre l'image de Doc Rivers et ce qu'il me semble être comme entraîneur. Mais j'aurais dit... après, voilà, c'est un peu la solution de facilité. J'aurais peut-être dit Doc Rivers, même si je souhaite pas de se faire virer. Mais j'ai aussi envie... En fait, j'ai envie... Non, en fait... je comprends pas où va Milwaukee, je capte pas, on en a déjà parlé plein de fois Antoine, je pense que Giannis va gâcher des années de son prime dans cette équipe qui ira nulle part. Donc limite, si, allez, je vais dire ça, je vais dire Doc Rivers, j'espère que la saison de Milwaukee sera pas trompeuse, parce que j'ai envie de voir Giannis jouer des matchs qui comptent en fait. Aussi simple que ça. Allez, deuxième question, quel projet d'équipe souhaiteriez-vous voir échouer dès cette saison ? Faudrait définir projet d'équipe. En gros, quelle équipe t'as envie de voir se planter, quoi. Ouais, se planter. Ouais, je suis un hater dans l'âme, moi, il y en a beaucoup. Hein. Pour y mettre des fanbase à dos. Hein. Ah, je peux t'en citer quelques-unes quand même. Hein. C'est paradoxal, parce qu'il y en a quelques-unes pour des équipes que j'aime bien ou des joueurs que j'aime bien, mais... Allez, je vais passer pour un gros hater, mais les Mavs, pour Nico Harrison, je veux pas qu'il puisse avoir raison, en fait. Déjà parce qu'il a tort. En fait, pour moi, quoi qu'il arrive, il a eu tort, mais... Et il y a trop de com' encore où je vois, ouais, vous êtes des haters, Nico Harrison, il a raison. Non, non, trop pas, il a tort, et il a il a une chatte monstrueuse d'avoir récupéré le premier choix de la draft. C'est pas de la chance, c'était la vision. Ouais, c'est la vision, bien sûr, la vision. Mais attends, je vais t'en citer plusieurs. Hein. Dallas, Houston, je suis un peu un hater. Je vais même pas donner de raison. Dallas, Houston, Philly parce que c'est marrant, Orlando parce que pour moi, je suis pas ultra convaincu du move. Je vous mens pas, je suis pas ultra convaincu de Desmond Bane à Orlando. Donc ça sera juste pour faire genre, vous voyez, j'ai bien fait d'être méfiant. Détroit parce que je pense qu'il y a trop d'enflammades sur les Pistons. Les Knicks parce que c'est marrant de chambrer les fans des Knicks. Tu vas le payer ça. Ça, tu vas te manger des rafales. Et voilà, j'ai déjà été pas mal dans la hate. Là, je vous ai envoyé pas mal de hate là. Voilà. Alors c'est marrant parce que moi c'est pareil. Je crois que j'ai annoncé les Knicks au final NBA. Il y a même pas c'est ça, hier. J'ai pas particulièrement d'équipe de ce type-là non plus. Je t'avoue que Dallas, en fait, je suis partagé parce que j'en reviens à ça, en fait. Je suis content que Cooper Flag tombe dans une bonne équipe. Moi aussi, c'est ça le pire. Donc ça, je suis content. Je suis content quelque part pour les fans de Dallas, franchement. Notamment, pour le coup, j'allais dire un truc... notamment pour les fans même locaux, tu vois, parce que je t'avoue que y a tout un tas de choses qui se passent dans le Texas habituellement qui me poussent pas forcément à trop m'intéresser à la joie des gens de cet état-là. Mais ouais, pour les fans, quoi, tu vois. Et en même temps, je te rejoins complètement sur Nico Harrison. C'est juste pas possible de se dire que si ça se passe bien, il va pouvoir s'enorgueillir d'un truc qui est faux. Ça, je te rejoins complètement. Pour Philly, moi j'ai rien contre Philly. De toute façon, il n'y a pas besoin. Philly, ils ont besoin de personne pour que ça se mette mal. Je t'avoue que honnêtement, je suis un petit peu comme le mème là de Oliver en train de manger du popcorn là. Je regarde ce qui se passe aux Clippers avec beaucoup d'intérêt quand même. Ça m'intéresse bien de voir ce qui se passe, comment ça va se passer, etc. Mais sinon, j'ai pas trop ça, tu vois. Moi, j'aime bien. Enfin, je rebondis bêtement sur les équipes que tu as citées, tu vois. Le Magic, moi, j'aime bien cette équipe. Je pense qu'elle va être bonne. Moi aussi, c'est ça le plus fou, c'est que j'aime bien l'équipe. Et tu vois, même. J'ai jamais été un hater des Lakers, mais c'est vraiment pas une équipe qui m'a. C'est une équipe qui m'a très rarement passionné, honnêtement. Mais je t'avoue que l'effet inverse de Nico Harrison. En fait, j'ai envie de voir Luka être fort et fermer des bouches. Donc, quelque part, en fait, j'ai envie de voir les Lakers. Alors, on en parlait justement vendredi matin dans le CQFR. Je pense pas qu'ils feront partie des favoris, mais je pense qu'ils vont faire une bonne saison. Et j'ai envie de voir Luka être bon quelque part et montrer qu'il est qui il est, quoi.
Oui, mais moi aussi d'ailleurs pour les Lakers. En vrai, et comme toi, Cooper Flag, je suis content qu'il soit arrivé à Dallas. Moi, je pense que c'est un bon fit. Après, j'ai balancé de la haine un peu gratuite. C'est Là, parce que c'est une question, mais c'est le but de la question, hein, de toute façon, voilà, c'est le but de la question. c'est plus, tu vois, par exemple, Orlando, moi aussi, je pense qu'Orlando va être bon. Il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien, Orlando. J'aime beaucoup Franz Wagner, j'aime beaucoup Anthony Black, j'aime bien grosso modo le projet et tout. Juste, je suis pas convaincu que l'arrivée de Desmond Bane, elle fasse passer un cap spectaculaire au Magic. C'est presque de l'ego en fait. C'est par conviction personnelle. J'ai envie que cette équipe elle brille pas aussi bien. Et c'est un peu le même truc sur les Pistons. J'ai l'impression qu'on prête aux Pistons un potentiel qu'ils n'ont pas, alors que pourtant, je trouve j'adore Ozar Thompson, j'aime bien Jalen Duren, j'aime bien Jaden Ivey, moi personnellement, même si je suis pas sûr que Moi ça va aussi, me j'aime bien. faire ou pas. Tu vois, je trouve que c'est un joueur très cool à avoir joué, Jaden Mm. Ivey. Kate Cunningham a l'air quand même d'être une star, mais c'est plus un peu sur le côté, ouais, on les voit trop beaux, une partie du public les voit trop beaux, une partie grandissante du public les voit trop beaux, il y a un peu, tu vois, un peu d'ego. C'est un peu le même avis sur Houston, alors que je trouve Sengun finalement très cool. Je m'attends à une très belle saison de Sengun au passage. Je sais que c'est pas du tout la question, mais j'ai beaucoup d'optimisme sur Sengun. Et c'est marrant, les Clippers, ouais, j'ai cité les Sixers, c'était que pour la blague, hein. C'est purement, c'est purement pour rigoler. Et les Knicks, un peu pareil. Euh, oui, les Clippers, ce que tu disais, les Clippers, est-ce que j'ai envie de les voir échouer? C'est plus marrant en fait, mais j'ai pas forcément envie de les voir échouer. Je trouve que la franchise a quelque chose. Par contre, c'est vrai que cette histoire est tellement bizarre. Je sais pas où me situer. J'ai plus hâte de voir comment ça va se dérouler cette affaire d'ailleurs. Mm. Ouais, c'est ça, exactement. Allez, j'enchaîne avec la troisième question. Yes. C'était et enfin, quel joueur voudriez-vous voir couper ou alors trader aussi sèchement que Doncic? Entre parenthèses, désolé, Paul George, il paraît que Basket Session cherche des nouveaux podcasteurs. Je suis moins là sur ça, je suis moins là, tu vois. J'avais pas trop de pitié pour le coach, pour Doc Rivers. Pour les joueurs, je sais pas quel joueur je souhaite de se faire trader ou. Mais trader en plus, c'est pas forcément toujours quelque chose de négatif. Il y en a plein, c'est que C'est souvent clair. ils sont pas dans une bonne situation. Donc si on prenait que les stars à la Luka, qui pourrait se faire. J'ai du mal à répondre. T'as une idée? J'ai pas trop Moi, d'idées. c'est pas tant sur le fait de trader ou couper, mais ouais, j'ai quand même une bête noire, je vais le dire. Allez, moi, je continue de pas supporter James Harden, donc c'est aussi pour ça que je pense que c'est lié à mon truc sur les Clippers juste avant. C'est plus ça, voilà. Oui, Mais mais plus encore personne. une fois, il n'y a pas besoin de moi. Hein. Pas besoin de moi. Il suffira Ouais. d'attendre les playoffs. Mais plus personne le voit comme ce gars-là, tu vois, cela dit. Tu vois, je comprends beaucoup en 2018, 2019, quand il est Mais là, MVP, il n'y tu a pas vois, dit et que c'est qu'il y a sur une. beaucoup d'attentes. Il Ouais, n'a ouais, pas je sais. précisé que c'était une star non plus hein, dans la question. C'était juste quel Oui, joueur. je sais, mais tu vas le voir échouer. Je veux dire, de toute façon, de moins en moins de monde s'attend à voir James Harden réussir, tu vois. Mais bien sûr, après, ça, je comprends ce que tu veux dire. Et dans cet ordre-là, je sais pas, un petit délit de faciès avec Karl Anthony Towns, personnellement. Je pense que ça s'est senti depuis un moment dans nos podcasts. Ouais, non, écoute, il y a pas nécessairement un joueur à qui je souhaite Moi de non se plus. planter. Il y a 2 fois le nom de Jonathan Cunningham m'est venu en tête, à la fois sur le trade et à la fois sur le machin. Parce que je pense qu'il se voit un peu beau, mais bon, c'est un jeune joueur, tu vois, je lui souhaite pas du mal non plus, quoi. Non, bah, c'est pareil. De toute façon, c'est bien sûr à prendre au Oui, 12e degré. Hein, voilà, exactement. toutes ces questions-réponses. On n'a pas de Allez, vraie haine, hein. voilà, exactement. À part Une sur question 4 de. un petit peu. Ah oui. Ça, c'est marrant parce que c'était un des joueurs, je pense, Non, qui mais je était ma tête rigole. de turc pendant des années. Maintenant, je le trouve plutôt sympathique à Los Angeles, à New York. Et notamment sur 4, j'ai trouvé ça vraiment abusé, en fait, tous les trucs pendant les playoffs l'an dernier, là, sur les réseaux Une sociaux. cible facile, ouais. Ouais, pour des raisons vraiment pas liées au basket, qui est. Ouais, bref. Pardon. Euh, Allez, question de Quentin. Salut l'équipe. J'espère ne pas trop casser l'ambiance avec cette question. Je me demandais toutefois quel était d'après vous l'avenir de la NBA dans une société qui devra se soumettre bon gré mal gré à des contraintes environnementales. Je ne me fais pas d'illusions quant à la volonté de la Ligue de repousser cette échéance le plus loin possible, mais arrivera forcément un jour où les dizaines de vols quotidiens en jet privé attireront l'attention de l'opinion publique. Comment pensez-vous que la NBA réagira et quelle forme prendra la Ligue, ou plutôt les ligues devrait-on dire, une fois mise devant le fait accompli? À titre
titre personnel, à moins d'être complètement nihiliste, parce que les USA regorgent d'ingéniosité pour éviter les questions qui fâchent, je peine à voir un système économique qui puisse être viable dès lors qu'autant de matchs sont joués chaque saison. Redis-moi le nom de l'auditeur. Quentin. Je pense, Quentin, que tu es un très utopiste, mais c'est à ton honneur. Mais non, mais j'ai peur que la NBA n'en ait rien à secouer, en fait. Que la NBA, comme le monde, je veux dire, on a le président du pays dans lequel la NBA est organisée qui a dit que le réchauffement climatique était la plus grande arnaque de l'humanité. Je pense que ça te donne le ton. Je pense que là où il y a de l'argent, là où il y a de l'audience, il y aura... Tu vois, on se pose la question, je vois maintenant des trucs sur le Tour de France, on essaye, tu vois, les événements sportifs, on commence à aborder l'aspect écologique, mais tant que ces trucs-là, qu'il y a de l'audience, il y aura des vols, il y a de la thune, il y aura pas... Moi, je vois pas. Moi, c'est l'inverse, en fait. C'est l'inverse de Quentin. Moi, je vois pas comment. Je vois pas. Je pense qu'on est à des années. On est encore très loin du moment où on se posera la question. Ah mince, la NBA, quand même, faudrait réduire le nombre de vols. Je pense que la NBA Malheureusement, s'en fout. comme toi, en fait, je vois pas le moment, malheureusement, où cette question sera posée sur la table. Écoute, de toute façon, on vit dans un monde où, pour des rassemblements autour des questions écologiques, les grands de ce monde, entre guillemets, se déplacent en jet privé pour aller parler d'écologie. Donc, tout est dit. De la même manière que je vois pas les grandes multinationales, enfin, les grandes sociétés limiter les déplacements de leurs cadres en avion. Mais par contre, voilà, je vous rejoins tous les deux, Antoine, Quentin, c'est dramatique, c'est inquiétant, mais je pense pas que la question sera posée de sitôt, en fait. Bah, pareil. Après, moi, Quentin, je valide évidemment. J'aimerais qu'on puisse se la poser. C'est triste qu'on se la pose pas, mais la vérité, c'est que moi, j'ai l'impression, c'est comme tu as dit, la NBA va absolument pas se la poser, ou certainement pas maintenant. Et je pense qu'il y a au moins 50 ans où on va d'abord nous dire, bah les gars, vous faites un effort, vous faites un effort, arrêtez d'allumer vos lumières chez vous, ou les prix de l'avion vont augmenter, voilà, parce qu'il y a des taxes, il y aura des taxes écologiques ou des taxes sur les billets d'avion, et du coup, nous, on pourra pas prendre l'avion, mais une franchise NBA, les joueurs pourront... D'ailleurs, il suffit de voir le prix des vols, comment ça devient des fois compliqué de prendre l'avion. Alors, tant mieux pour la planète, mais je pense que pour les franchises NBA, il y aura toujours le budget pour faire ces vols-là. Et après, tant mieux pour la planète. Les avions, ils volent quand même. Hein. Oui, les avions, oui, c'est ça. Aucun impact sur la planète. En fait. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, ils volent sans être pleins, c'est tout. Et puis surtout, il y a, je ne sais pas quelle est la part des vols privés dans le nombre de vols totaux. Quelqu'un aura forcément la stat pour nous la donner en commentaire, mais c'est immense le nombre de vols privés en réalité par rapport au nombre de vols commerciaux. Donc de toute façon, il y aura toujours les vols privés. Les plus riches continueront de... On n'est pas beaucoup à pouvoir avoir un jet privé, mais par contre, visiblement, il y a quand même énormément de vols de jet privés partout dans le monde. Donc ça donne le ton. De toute façon, ouais, on n'est pas prêt d'avancer de manière... significatif sur ces questions-là, malheureusement, je pense. Effectivement, tu faisais bien de citer Donald Trump qui a 17 semaines encore. C'est tellement dingue que tu es obligé de le répéter, quoi, que le réchauffement climatique était l'une des plus grandes arnaques au monde. C'est incroyable de tenir des propos pareils. C'est hallucinant. Mais donc, tant qu'on placera entre guillemets, les libertés individuelles au-dessus des libertés collectives, et qu'on valorisera plus le fait de pouvoir chacun individuellement avoir le droit de faire ce qu'on veut, plutôt que de se poser la question si en tant qu'espèce on a envie de continuer à habiter sur la planète. Parce que c'est le truc, tu sais, à chaque fois on dit ouais, pour la planète, elle s'en fout, hein. La planète, elle sera là après nous, elle était là avant nous. La question, c'est de savoir si nous, en tant qu'humains, on veut pouvoir avoir une chance de continuer à habiter dessus. La planète, je m'en fais pas pour la planète, en fait. C'est plus pour nous que je m'en fais. T'as raison, en fait, on prend le problème dans le mauvais sens. Et d'ailleurs, dans les slogans, c'est ça qu'il faudrait mettre en avant. C'est pas un geste pour la planète, c'est un geste pour nous, les gars, pour l'humanité, si vous voulez qu'on vive encore sur cette planète. Exactement. Bon. Allez, passons à une autre question. Une question envoyée par Maxime. Salut les gars, je me permets de vous faire une autre question assez rapidement. Alors désolé Maxime, tu as dû en poser une autre sur laquelle je ne suis pas encore tombé. On va partir avec celle-ci. Je me permets de vous poser une question sur quelque chose qui me trotte dans la tête. Où est passé le hookshot ? En effet, on ne voit que très très rarement des bras roulés dans le basket moderne. Y a-t-il une raison particulière ? Wemby n'aurait-il pas envie de tenter les skyhooks ? Encore merci beaucoup pour tout ce que vous faites et hâte d'écouter la suite du podcast Le Jeu.
Je crois que ça aussi, on l'avait déjà posé. Je me souviens plus ce qu'on avait répondu, mais déjà, c'est un geste difficile, hein, tout simplement. Je pense que c'est pas non plus le geste le plus simple. Et puis, il y a aussi moins d'actions sur jeu posté. Je me souviens plus ce qu'on avait répondu. Moi, je pense que c'est une question de mode, en fait. C'est assez marrant parce que je me rappelle que Karim Abdul-Jabbar avait absolument voulu apprendre ce geste à tous les big men qui sont passés par les Lakers. Il a essayé avec Shaq, il a essayé avec Andrew Bynum. Aucun n'a voulu s'y mettre. Parce qu'en fait, c'est un geste, je pense, en tout cas pour les big men, qui est un petit peu assimilé à un truc à l'ancienne, un truc old school. Un peu de la même manière que les lancers francs à deux mains de Rick Barry, hein. Au bout du compte, ça marche. Et le truc, c'est que si personne veut le faire, c'est pas parce que ça marche pas, c'est parce que personne veut le faire. Et je pense qu'il y a quand même, ça joue beaucoup en fait, l'aspect esthétique, parce que tu vois, tu dis c'est un geste difficile, t'as raison. Et le flotteur, c'est un geste très difficile, hein. Et pourtant, on voit des tas d'arrières qui sont à peine capables de le réussir avec des pourcentages très faibles qui les multiplient match après match. Donc je pense qu'il y a un vrai côté esthétique. Il y a un vrai côté esthétique, un effet de mode. C'est marrant, j'ai oublié le nom, mais il y a justement un arrière en NCAA, un petit joueur en fait qui s'en servait beaucoup. Et oui, je vois de qui tu parles. J'ai pas le nom non plus, mais je vois complètement. Voilà. Donc c'est hyper atypique parce que tu vois ce mec qui est un des plus petits sur le terrain rentrer et puis balancer des hook-shots quasiment du niveau de la ligne des lancers francs où tu es en mouvement, en sortie de dribble. Donc vraiment un geste très très particulier. Mais je pense qu'il y a cet aspect un petit peu mode, ça fait pas cool, ça fait trop à l'ancienne. Voilà. Je pense que je sais pas si toi t'avais d'autres pistes en tête, Antoine. Non, pas vraiment. Faudrait demander aux joueurs en fait ou aux coachs individuels. Après, il faut voir dans quelles circonstances. Aussi, regarde, si tu regardes le basket moderne, comment il se joue, en NBA notamment, il y a évidemment qu'il y a des possessions où tu peux finir en hook, mais il n'y a pas beaucoup de post-up de base. Si t'es un intérieur, tu vas te retrouver souvent à roll et à finir près du cercle, ou sinon ça va finir par un shoot parce qu'on va pas vouloir chercher un autre tir que celui qui est soit à 3 points, soit. Donc déjà des bases, il y a moins de possessions où il y a moins de mecs qui partent. Ça arrive, hein, bien sûr qu'il y en a à chaque match, mais tu as moins de possessions avec des tirs dans le trafic d'un intérieur. Tu sais, il y en a pas beaucoup des intérieurs qui ont même le droit de prendre ce genre de shoot. Après, la question, je pense qu'il disait hook shot, je pense vraiment qu'il était sur le sky hook, parce que finalement, ce qu'on appelle les baby hook, ça, il y en a beaucoup. Oui, en fait, il y en a beaucoup, les baby hook. Oui, je sais, voilà. C'était pour repréciser par rapport à la question de l'auditeur, quoi. C'est pour ça, sur un sky hook, il te faut un peu plus d'espace. Je pense vraiment, tu sais, un intérieur qui jouerait son post-up et qui dribble dans une. Il part d'un bloc tout en allant quasiment vers l'autre bloc et qui se met à balancer un sky hook. Je vois de moins en moins de possessions où tu as quelqu'un. Tu sais, même un mec comme Ivica Zubac, je suis pas sûr qu'il ait le droit de prendre un tir comme ça, tu vois. Mais après, tu vois, après, Joel Embiid a peut-être pas besoin de ça dans son arsenal. Tu vois, c'est un des joueurs qui joue encore du jeu posté. Effectivement, s'il avait un skyhook au lieu de prendre des fadeaway, parce qu'il prend aussi souvent des fadeaway à cet endroit-là, qui sont des tirs compliqués aussi. Il aurait, en fait, ça pourrait faire partie de son arsenal. Je pense simplement que c'est moins à la mode qu'un fadeaway, en gros. Et finalement, faudrait pouvoir mesurer la différence tu sais, d'efficacité, parce que c'est vrai qu'on a ce repère avec Karim Abdul-Jabbar, qu'on avait fait l'arme absolue, en fait, quasiment tout au long de sa carrière. Mais voilà. En fait, il faudrait qu'il y ait un modèle pour que des gamins regardent ça, commencent à le faire à l'entraînement, le fassent en match, et que, en gros, c'était à 2 générations de pouvoir mesurer ça, quoi. Peut-être que Wembanyama pourrait, ça ferait partie, en plus, lui, il a ça dans son ADN, un peu de vouloir, tu sais, innover, bouger, changer les choses. Il serait capable, mais pareil, est-ce qu'il en a besoin? Il est tellement grand. Tu vois, je veux dire, Wembanyama, il est tellement grand. Il n'a pas besoin d'un tir incontrable, tu vois. Je veux dire, il est de base pas contrable. Donc, bon. C'est clair. Allez, on enchaîne avec une question. Une question qui nous vient, c'est simplement signé la bise de Normandie. Donc voilà, ça nous vient de Normandie, la question. De Normandie, ok. Salut la team, je pourrais vous poser des tas de questions sur la NBA, les méthodes d'amincissement des sportifs qui viennent de sortir, le sujet Kawhi, etc. Mais que nenni, ça casse les couilles. L'absence de la late session, ça revient quand? Bien évidemment, pas besoin de lire la phrase vulgaire, trop tard. C'est un petit cri du cœur, un manque. Et derrière, il enchaîne, le mail est maléfique. Il enchaîne en disant: tiens, j'ai l'air d'un con car je viens d'aller sur Twitch et apparemment ça reprend le 30 septembre. Par conséquent, une question plus précise, y a-t-il possibilité d'un créneau 22h minuit, même autre que le mardi, car le pauvre Antoine avec ses entraînements, etc. Bien évidemment, bravo pour la création du jeu, merci à vous pour le contenu et la globalité qui est top.
Alors, je suis désolé, mais il faut pas croire Twitch, hein. Il y a aucun, on n'a jamais parlé d'un retour le 30 septembre. Non, il y a beaucoup de questions là-dessus. Enfin, il y a beaucoup de questions. C'est une discussion qu'on devrait avoir tous ensemble, mais moi qui vis entre deux villes en ce moment, c'est pas facile. Là, je vous mens pas. Les late sessions, je sais pas. Faut que j'en parle avec Shai. On n'est pas sur le calendrier le plus simple et il n'y a pas de late session prévu le 30 septembre. Ça, je vous garantis. Shai n'est même pas là d'ailleurs. Donc, non, je sais pas quand ça va reprendre. Je sais pas comment ça se passait les late sessions cette saison. Je vous mens pas. Ça pourrait être compliqué dans les prochains mois, en tout cas en ce qui me concerne. Bon, bah, de toute façon, dès qu'on a des infos, on vous en parle, bien entendu. Vous serez les premiers au courant du grand retour de la late session, effectivement, qui est réclamé à grands cris. Allez, on enchaîne avec une question de Simon. Salut à l'équipe, moi, c'est Nomis, et déjà bravo pour votre nouveau podcast, Le Jeu. J'ai écouté le premier épisode et c'est très prometteur. Petite question rapide, j'ai l'impression que beaucoup d'équipes cherchent un meneur sérieux, les Rockets, les Bucks, les Pacers, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de choix actuellement. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il une raison qui explique cette pénurie? Merci à vous pour vos podcasts et à bientôt. Alors, Nomis, c'est Simon à l'envers, hein, en verlan. Je sais pas si J'ai percuté, mais ou pas. j'avais déjà lu le prénom, Ok. donc désolé si j'ai grillé le pseudo. Pourquoi il y en a pas déjà? Parce que je pense qu'une des raisons, c'est les meneurs qui jouent comme ça là aux États-Unis. C'est souvent des meneurs trop petits qui n'ont pas forcément les atouts athlétiques pour jouer autrement et qui se mettent à rentrer dans ce registre de gros gestionnaires vu que c'est moins à la mode. Et généralement, ils finissent en Europe ou ils finissent à faire comptable ou un autre métier selon leur diplôme. Mais c'est vrai qu'on est rentré dans l'ère de meneurs très athlétiques et des meneurs scoreurs il y a quoi? Il y a 15 ans maintenant. Tony Parker, Derrick Rose, les Ja Morant aujourd'hui, qui est un héritier de ces gars-là. Quand tu as le meneur super athlétique qui score et qui va beaucoup plus vite que tout le monde et qui monte beaucoup plus haut que tout le monde, les John Wall, enfin bref, il y en a un paquet, Kyrie Irving, tu crées un nouveau type de meneur, un nouveau type de ball handler. Et je pense que ça a joué sur l'absence de diversité des profils, en tout cas aujourd'hui. Moi, ça serait un des points, je pense que c'est pas le seul, mais ce serait un des points que j'aurais mis en avant. Après, ce qu'il dit, un manque de meneurs, en fait, je pense qu'il y a plein de meneurs. Au contraire, il y en a Mais plein, de mais meneurs qui sont... gestionnaires, je pense, ça qui veut dire. Ouais, je sais pas, c'était pas précisé, ça peut être classique, tout dépend ce qu'on appelle un meneur gestionnaire. Des meneurs S'il a dit meneur gestionnaires... sérieux, pardon. Il a dit meneur sérieux, c'est comme ça que je l'ai pris. Pardon, vas-y, Ok, c'est Mathéo. C'est comme ça que j'ai pris meneur. C'est que d'accord. Bah, meneur qui pose le jeu, quoi. moi, je ne l'ai pas compris comme ça, parce que j'ai Ok. l'impression que c'est un profil qui n'existe plus vraiment. Et sur les meneurs en général, j'ai l'impression qu'au contraire, il y a plein d'excellents meneurs en NBA en ce moment, mais ils sont extrêmement valorisés. Et donc, les équipes sont pas prêtes à les lâcher comme ça, ou alors c'est des joueurs qui coûtent cher. Parce qu'effectivement, le côté meneur-gestionnaire, ça n'existe plus. Tu as Chris Paul, tu as Tyus Jones, et c'est tout, en fait. Et finalement, c'est plus, à l'heure actuelle, quelque part, c'est rare les équipes qui ont vraiment besoin de ça. Parce qu'en fait, tout simplement, à l'époque, tu pouvais avoir un meneur gestionnaire qui prenait pas de tir quasiment. Tu pouvais Hmm. avoir des Kevin Ollie, tu pouvais avoir des Eric Snow. Là, je remonte aux fin des années 90. Aujourd'hui, c'est plus possible. Tu peux plus mettre sur le terrain un joueur qui va pas être un minimum un danger d'une manière ou d'une autre, que ça soit par le tir, que ça soit en étant un rim runner, que ça soit en étant très fort sur la pénétration. Donc c'est pour ça que les profils de meneurs ont changé, parce que les profils de ce qu'on demande aux arrières, ça a changé en fait au fur et à mesure des années. Donc il n'y a plus vraiment ce côté meneur strict, meneur organisateur, du moins à ce niveau-là, quoi. En fait, la balle, elle est dans les mains de tes meilleurs joueurs maintenant. Ton premier playmaker, c'est ton meilleur attaquant. Et ton meilleur attaquant, c'est pas forcément un 1, ça peut être un 3, ça peut être un 4. Donc la balle est dans les mains de ton meilleur attaquant. Et le meneur qui organise, il est moins. Alors, effectivement, il faudrait savoir qu'est-ce qu'il entendait exactement par la question. Des bons meneurs, il y en a, mais je trouve que c'est pas le poste le plus fourni non plus en NBA, hein. Bah, tout dépend C'est. ce que tu appelles. En fait, tout dépend ce qu'on appelle meneur. Tu vois, Luka Doncic, je suis désolé, il joue un Ouais, rôle Luka de Doncic, meneur en c'est un fait. meneur. Tu vois, Ouais, Luka Doncic, c'est un meneur. Je suis d'accord. Ouais, Darius Garland, c'est pas un meneur organisateur, mais il est au poste mais de c'est un meneur en meneur. fait. Mais est-ce que Shea, tu le considères comme un meneur? Oui, ouais, Ok, j'aurais dit que c'était un ok. meneur, hein. Enfin, Ouais. dans le jeu actuel, en fait, Ouais, dans le dans le jeu jeu actuel, ouais. actuel. Donc on aurait quand même 3 des 6 meilleurs joueurs du monde qui seraient des meneurs, par exemple Stephen Curry, Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander. Euh, Ouais, Je ouais, non, pense, ouais. mais
Ouais. Euh, Après, parce qu'en fait, si la balle, de toute façon, elle va être dans les mains de Donovan Mitchell, il faut que tu trouves quelqu'un qui, si t'es les Cavs, par exemple, il faut que tu trouves quelqu'un qui est capable d'être un complément, et comme tu as dit, qui est capable de mettre des shoots, qui est capable de défendre. Tu vois, c'est un autre profil. En fait, à ce poste-là, tu pourrais même mettre un arrière à ce niveau-là. Tu t'en Ouais, bah fiches c'est ce de que qui font monte la beaucoup balle, d'équipes. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu mets un- Tu... Toi, Tyrese Maxey, je saurais même pas, tu vois, c'est C'est pas un un dans la meneur. NBA actuelle, Ouais. mais Ouais, il il va joue jouer un. Et ce ouais, il va jouer rôle-là, mais un. voilà, Ouais. mais c'est pas ce que nous on aurait appelé un meneur par le passé, quoi. Ouais, t'as raison, ça n'existe plus beaucoup, voire plus du tout, en fait. D'ailleurs, c'est marrant de se dire que tu vois, à l'époque de d'Allen Iverson, on lui mettait un meneur à côté, quoi. Aujourd'hui, la question se poserait pas, en fait. Tu sais, ça Ouais, serait, on aurait mis un autre scoreur à côté de lui, on n'aurait pas mis quelqu'un pour organiser, en fait. ce qui s'est passé dans la deuxième partie de sa carrière, quoi. Mais oui, c'est. Ouais. Mm. Allez, une question de Nico. Salut les gars, Killian Hayes va participer au Summer Camp des Cavs et c'est une excellente nouvelle. Toutefois, même s'il est retenu dans le groupe pour la saison, son nombre de minutes dépendra beaucoup de l'état de santé des autres arrières de Cleveland, Garland en tête. Ma question, si vous étiez GM des Rockets, n'observeriez-vous pas sa pré-saison avec intérêt, en supposant qu'il joue? Avec la blessure de Van Vliet et l'absence de meneur dans cette équipe qui n'a vraisemblablement pas besoin de scoreur, un point faible de Hayes, le profil de Killian et son faible coût sembleraient un choix intéressant. Il existe même un monde où il peut débuter les matchs, peut-être pas les finir, dans une équipe qui s'annonce comme prétendante au titre et avec laquelle le fit semble coller. Qu'en pensez-vous? Non, moi je suis pas d'accord. C'est voir Kylian trop beau en fait. Ou en tout cas, c'est griller des étapes. Kylian aujourd'hui, il a pas il a pas cette étiquette en NBA où tu te dis ah bah tiens, on a un candidat au titre, on va faire venir Kylian Hayes pour renforcer notre rotation. À Cleveland, il vient dans un contexte particulier pour être troisième meneur. Il va jouer en J-League en fait, Kylian Hayes. Il va jouer avec les Chargers et peut-être qu'il sera appelé quand effectivement Garland est blessé ou que Lonzo Ball est blessé. S'il est conservé. Mais tu t'es les Rockets, tu te dis pas, ah bah là, bon, en fait, ils préfèrent mettre Rich Shepard avant de mettre Killian Hayes. Rich Shepard va jouer, oui, mais pas Killian Hmm. Hayes. Ils vont pas se dire, ah, notre meneur qui va assurer l'intérim, c'est Killian Hayes, un mec de 24 ans qui a rien prouvé, qui a pas été gardé par sa franchise en NBA. C'est pas possible, en fait. Il a pas cette étiquette-là. Non, je pense qu'il y a au moins 15 vétérans qui passent devant Killian Hayes dans la tête des Rockets avant que Houston signe Killian Hayes. Ouais, parce que la pression en plus serait énorme en fait. C'est une équipe qui a quand même été. Ils viennent de trader pour faire venir Kevin Durant. Donc Bah, ouais. dès que c'est fait, le chrono il est parti en fait. Donc il y a une pression énorme. En fait, dans l'absolu, je comprends la question Ouais, moi et aussi. c'est pas absurde du tout effectivement. Mais je pense comme toi que ça serait trop dur, trop de pression. Je suis pas sûr que Kylian Hayes puisse jouer ce rôle-là. Je suis même pas sûr voilà qu'il puisse être la rotation derrière Rich Shepard dans cette équipe des Rockets qui joue le titre. Bah non, même pas. Mais c'est Mm. bien sûr que non. Mais ça, moi, je suis persuadé que non. Moi aussi, je trouve que la question, elle n'est pas absurde parce que parce qu'on comprend les qualités théoriques de Kylian Hayes. Mais il faut voir Mm. aujourd'hui quel est son statut en NBA. Il a jamais joué pour une équipe qui a gagné plus de 30 matchs, Kylian Hayes. Tu vois, il a jamais joué un match de playoff. Une équipe comme les Rockets, elle va pas faire venir. Comme j'ai dit, je pense qu'il y a au moins 15 vétérans sur le poste qui sont signés avant Kylian Hayes. Je pense que même Aaron Holiday, aujourd'hui, qui est aux Rockets, il aurait on lui donnerait les minutes avant de donner Mm. celle à Kylian Hayes. On veut un joueur expérimenté, un joueur qui est passé par là, mais ils vont pas signer Kylian Hayes. Même si Kylian Hayes il tournait à 12 et 10 pendant la pré-saison, ils vont pas signer Kylian Hayes. Et j'allais dire, tu vois, limite, je réfléchissais à si je trouve un précédent à ce type de situation. Et le truc qui m'est venu en tête, c'est genre presque Jérémy Lin au Knicks, quoi. Tu vois, où il faut des performances énormes d'un mec sorti de nulle part. Parce qu'honnêtement, à Mm. l'image de la NBA, il serait sorti de nulle part Kylian Hayes. Même s'il a été drafté haut, Ouais, la bien plupart des sûr. gens le connaissent pas, en fait. T'imagines le type de performance qu'il faudrait aligner, sortir pour que tu puisses te faire une place. Sachant que même Jeremy Lin, et on se souvient à quel point c'était Mm. fou, même lui, il passe pas un statut de star non plus. Il est une star marketing, mais il n'est pas une star. Il n'est pas signé. Il n'a pas un contrat max à Houston derrière, hein. Il a un Non, il a un contrat beau contrat, mais ouais, un contrat correct. Il est à 9 millions la saison. Alors évidemment, il faut prendre dans pour l'époque, le ouais. contexte. Voilà, ça faut prendre le contexte du cap de l'époque, mais c'est comme si aujourd'hui on lui donnait 25 millions l'année, quoi, la moitié Mm. d'un contrat max. Il est très loin de devenir une star, et pourtant, pendant 3 semaines, il est absolument monstrueux. Et ouais, non, je pense vraiment qu'on on est loin. Je comprends aussi la question, mais il y a des histoires de statut quand même en NBA. Ouais, carrément. Allez, on enchaîne avec deux questions qui nous sont envoyées par Pauline. Première question.
Pourquoi la hype n'est pas tout à fait la même pour le deuxième grand phénomène Paige Bueckers en WNBA, comparément à Caitlin Clark? Que ce soit l'accueil des autres joueuses, la couverture médiatique, les réseaux sociaux, tout paraît moins rude, clivant, plus bienveillant. Où est-ce mon ressenti à moi? J'ai l'impression que tout est moins fort avec elle qu'avec Clark. Suis-je dans le vrai? Ah bah oui, mais parce que Clark, c'était tellement haut et ça a atteint comme beaucoup de choses. Enfin, de toute façon, comme l'extrême n'est jamais bon, et ça a atteint l'extrême pour Clark et ça a amené à des dérives. Euh, et alors, Baker, ce n'est pas autant mis en avant que Clark. On pourrait dire que d'un côté, c'est pas juste pour Baker, mais d'un autre côté, c'est aussi beaucoup plus sain pour elle parce que ça a absolument aucun sens. Euh, le traitement de Caitlin Clark, moi, me fait sortir les yeux de. Quelle est l'expression exacte avant que j'invente une expression? Vas-y, on est là pour ça, Antoine, au contraire. Non, je suis pas chaud pour la tenter là, mais non, mais le traitement de Caitlin Clark, c'était n'importe quoi. Et Paige Baker, c'est un phénomène, mais presque tant mieux qu'elle n'ait pas la hype de Caitlin Clark, en fait. Ouais, je partage. Je pense qu'en fait, d'un point de vue purement basket, chez les gens qui s'intéressent à la WNBA pour le basket, qui suivent ce basket, ils savent voilà, que c'est deux joueuses extraordinaires, mais je pense pas qu'il y ait une différence folle dans leur tête de niveau. Que tu préfères Paige Bueckers ou que tu préfères Caitlin Clark, tout le monde va s'accorder à dire que c'est voilà, deux joueuses extraordinaires et que ça nous promet 10 ans à venir de super niveau en WNBA. Effectivement, tu fais bien de revenir sur le phénomène qu'a été Caitlin Clark, le phénomène média, alors, le phénomène sportif, parce que moi, je veux rien enlever moi à ce qu'elle a réalisé en NCAA et même pendant sa première saison WNBA, c'est vraiment extraordinaire. Mais le phénomène était tellement dingue que ça a ramené tout un tas de gens qui connaissent ni le basket féminin, qu'on n'a rien à faire et qui finalement se sont greffés au buzz pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Il y a des gens qui sont devenus fans de basket grâce à Caitlin Clark, c'est très bien. Il y a aussi des gens qui se sont greffés à ces questions-là complètement uniquement parce que c'était le buzz. Et malheureusement, en fait, aux États-Unis, tu es quand même obligé de revenir à cette question. Elle était considérée un petit peu comme le Great White Hope, donc le grand espoir du basket blanc aux États-Unis, comme à un moment Larry Bird, ce que Larry Bird a pu représenter aussi à une autre époque. Ce qui explique aussi, je pense, à un degré moindre aussi en partie la hype autour de Cooper Flagg. Cette question-là, malheureusement, tu peux jamais vraiment la mettre de côté aux États-Unis. Et donc, ça a fait qu'il y a eu un embrasement global. Et forcément, quand tout le monde pousse d'un côté, il y a forcément des gens qui poussent de l'autre. Et pour Caitlin Clark, on l'a bien vu, des gens qui sont fans de basket féminin depuis des années, qui se disent mais pourquoi est-ce qu'on parle de cette fille autant alors qu'avant il y avait déjà d'autres grandes joueuses? Pourquoi on parlait pas autant de Cheryl Swoops? Pourquoi on parlait pas autant de Lisa Leslie, de Sue Bird, etc. Donc il y a eu ce truc qui est devenu un phénomène hyper clivant. Et maintenant on le sait, les algorithmes aiment rien de plus que les choses clivantes. Plus il y a des avis forts et des gens qui vont soit être d'accord à 100%, soit pas d'accord à 100%, plus ça fait le buzz. Et il y a eu cet embrasement. Quoi, clairement. Et moi, je voudrais quand même rendre hommage à Caitlin Clark, que j'ai trouvé très habile, malgré tout, dans toutes ses prises de parole. Elle est pas tombée dans le panneau. Effectivement, elle a été reçue de manière parfois un peu rude par des vétérantes de WNBA qui étaient un peu jalouses, j'imagine, mais certaines, hein, encore une fois, je pense pas que ça a été l'intégralité de la ligue, quoi. Là aussi, on en a trop fait, on va dire qu'elle était détestée par les joueurs, je pense que c'est pas vrai, quoi. Je pense que comme dans tous les microcosmes, il y a des gens qui l'ont mal perçu, il y a des gens qui ont compris l'opportunité que ça représentait globalement pour la WNBA, et ça, il est indéniable, son impact, il est indéniable sur la com. Et pour ce qui est de Paige Bueckers, en fait, c'est la joueuse qui arrive chronologiquement derrière, qui est tout aussi talentueuse, mais qui n'a pas le côté les tirs à 3 points du milieu de terrain qui font que tous les matins, tu regardes et tu vois les highlights, et même si tu montres à quelqu'un de ta famille qui connaît pas le basket, tu vois quelqu'un qui shoot du milieu de terrain, ils vont comprendre que c'est dur, quoi. Alors que honnêtement, quand tu regardes un petit peu le bag, entre guillemets, de Paige Bueckers, les mouvements techniques qu'elle est capable de faire à pleine vitesse, c'est fascinant, mais ça va fasciner les basketteurs, en fait, ou les gens qui aiment le basket. Donc, bien sûr. Donc t'as pas ce côté-là. Et il y a un autre élément qui est assez intéressant, et là, je vais le mentionner, mais j'ai pas d'avis
je suis pas sûr d'avoir un avis là-dessus parce que je pense qu'il faut être aux États-Unis pour vraiment le vivre. Mais c'est vrai que moi, Paige Bueckers, j'avais entendu le nom, mais la fois où vraiment, où je me suis rendu compte de qui c'était et où je me suis intéressé à elle, c'était à la fin de sa saison freshman, où elle avait été élue, je crois, joueuse de l'année, si je me trompe pas, hein, corrigez-moi, mais je me demande si elle n'a pas été à la fois freshman et joueuse de l'année en WNBA, en NCAA. Et dans son speech, dans sa prise de parole, elle a rendu hommage à toutes les athlètes noires qui étaient passées devant elle, en fait. Qui étaient passées devant elle, je veux dire, qui l'avaient précédée. C'était dans la foulée, quand même, de tout le mouvement Black Lives Matter. Et moi, j'avais été bluffé, quand même, par la maturité de cette jeune athlète, 18 ans ou 19 ans à l'époque, qui comprenait, en fait, tout ce que ça représentait de pouvoir prendre la parole dans ces circonstances-là et qui s'était servi, qui avait saisi cette tribune, quoi. Et je sais qu'il y a des gens, notamment, je pense à Ethan Thomas, un ancien joueur NBA qui est très intéressant à suivre sur les réseaux sociaux, avait noté ça aussi. Et lui, pour lui, en fait, c'est une des raisons pour laquelle elle a été moins mise en avant par des médias justement partisans, j'ai envie de dire peut-être un peu MAGA et compagnie, en fait, parce que tu vois l'enflammade qu'il y a pu avoir pour Caitlin Clark et dans laquelle des gens de ce type ont pu s'engouffrer, même s'ils en avaient rien à faire du basket parce que ça représentait un idéal pour eux. Ils se sont pas engouffrés ils se sont pas passionnés pour Paige Bueckers pour ces raisons-là. Là encore une fois, je donne cette information simplement parce que moi, elle m'a fait réfléchir. Je suis pas sûr d'être arrivé à un consensus, un consensus, pas un consensus, mais je suis pas sûr d'avoir... Oui, tu n'es pas en train de dire que tu es d'accord avec cet avis ou pas, en fait. Voilà. C'est dur de savoir. C'est dur de savoir. Mais c'est pas impossible que c'est joué à la marge, certainement. En tout cas, voilà, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, c'était assez intéressant de voir comment Paige Bueckers a été accueillie par les autres joueuses de WNBA cette année, quoi. Elle n'a pas eu le même accueil que Caitlin Clark. À bras ouverts. Tu avais l'impression que toutes les meilleures joueuses l'accueillaient comme déjà étant l'une des leurs, quelque part. Ça c'est indéniable. Tu veux rajouter quelque chose sur... C'est dommage que Shai n'ait pas été là, il aurait pu... Ouais. Mais Shai, il nous aurait dit que Caitlin Clark, elle est moins forte que Paige. C'est sûr. Allez, une autre question de Pauline. Que s'est-il passé avec Ben Simmons? Sa chute m'interpelle et m'intrigue tellement. Est-elle due uniquement à sa santé physique et à ses problèmes de dos notamment, et de santé mentale? Comment expliquer cette dernière... Comment expliquer que certains avancent qu'ils songeraient éventuellement à une retraite? Est-ce crédible selon vous? Est-ce crédible? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans la tête de Ben Simmons, mais pour rejoindre ce que dit Pauline, effectivement, je pense que la santé mentale joue beaucoup en plus de sa santé physique. C'est-à-dire que Ben Simmons, lui aussi, c'est quand même un personnage très mystérieux. On ne comprend pas toujours ce qu'il anime, et depuis la fac. Ça a commencé même avant la NBA. Depuis la fac, on ne sait pas exactement ce qui anime Ben Simmons. Et parce qu'il a l'air quand même d'être prêt à se fondre dans un rôle, ce qui est aujourd'hui sa seule façon de perdurer en NBA, c'est de jouer un small ball 5 en espérant un jour retrouver une forme physique qui fait que avec une opportunité, tu peux montrer, mais regardez, en fait, je suis toujours le Ben Simmons d'avant, je peux redevenir ce joueur, et là, on te donne petit à petit plus de responsabilités. On en revient au truc de l'étiquette pour Killian Hayes. Ouais. En fait, aujourd'hui, Ben Simmons, sa seule étiquette qu'on lui colle, on lui a enlevé l'étiquette All-Star, c'est fini. Les franchises, elles ne le voient plus comme ça. On lui a collé l'étiquette, c'est un small ball 5 qui va poser des écrans et qui va jouer un peu en tête de raquette et qui va défendre sur plusieurs positions. Aujourd'hui, c'est la seule étiquette avec laquelle Ben Simmons peut rester en NBA. Ça, je suis assez catégorique là-dessus. Je suis évidemment pas GM, mais je pense que je comprends quand même comment fonctionne la NBA assez pour affirmer qu'à mon avis, Ben Simmons, c'est la seule manière dont il peut exister pour l'instant, en attendant qu'éventuellement son corps retrouve de la confiance, de tout un tas de trucs qui lui permettent de montrer plus. J'ai l'impression, c'est pour ça que je dis que c'est un mystère, c'est que j'ai l'impression qu'il est prêt à accepter ce rôle. Et en même temps, il y avait des rumeurs comme quoi il ne voulait pas le minimum. Je ne comprends pas ce qui se passe autour de Ben Simmons. C'est peut-être un joueur qui attend un peu et qui va signer qu'en cours de saison avec une équipe. Ça sera un nom qui va circuler dès qu'une équipe aura besoin d'un pivot, d'un espèce d'intérieur small ball pour renforcer une rotation, d'un joueur polyvalent. Ben Simmons va être cité, mais je ne sais pas trop ce qui se passe avec lui. Je pense qu'il pourrait y avoir des opportunités. Mais voilà, c'est un mystère, Ben Simmons. Et du coup, l'hypothèse de la retraite est même pas complètement improbable, ou en tout cas retraite ou de départ ailleurs, dans un championnat exotique, Porto Rico, Chine, va savoir là où il y aura le plus d'argent à aller chercher. Japon, Ben Simmons, c'est un joueur qui peut finir au Japon.
Je sais pas trop. La question de l'étiquette que tu soulèves, elle est hyper intéressante, je trouve. Parce que j'ai l'impression... En fait, alors peut-être que je le vois... J'ai adoré... Déjà, je vais commencer comme ça. Moi, j'ai adoré le Ben Simmons, son début de Pareil, carrière avec les Sixers. J'ai pareil. trouvé que c'était un joueur incroyable. Et j'étais certain, à tort, que ses qualités dépasseraient ses défauts. Et que je me disais, ok, c'est pas un joueur atypique, c'est un joueur qui peut pas ou qui veut pas tirer de loin. Mais je pense qu'il a suffisamment de qualité pour que le bon entraîneur trouve comment s'en servir. Et ça peut être un joueur qui t'aide. La question de l'étiquette, elle est hyper intéressante parce que depuis qu'en gros il a été poussé sous les roues du bus par Doc Rivers et Joel Embiid, franchement, j'ai l'impression qu'il a été marqué vraiment d'une étiquette de tu peux pas gagner avec lui. Limite la phrase de Doc Rivers, quoi. Je suis pas sûr qu'on puisse gagner Gagner, avec Ben ouais. Simmons comme meneur. Et que du coup, il y a eu son problème de dos qui est avéré, problème physique, manifestement des problèmes de santé mentale. Alors c'est un terme un peu fourre-tout. En tout cas, clairement, je pense qu'il a dû De passer par confiance. Ouais. voilà, un manque de confiance. Et moi, je continue de dire que ce qui fait que Ben Simmons aujourd'hui peut pas jouer comme Ben Simmons, c'est pas un problème de tir à 3 points, c'est un problème de lancer franc. C'est que s'il avait pas peur d'attaquer le cercle, avec sa taille, ses qualités athlétiques, et d'aller sur la ligne des lancers francs, et je dis même pas de réussir les lancers francs en fait, s'il n'avait pas peur de prendre des lancers francs, je pense qu'il aurait encore vraiment un spot en NBA. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que les années dont je parle, ça remonte, et que maintenant, il a cette étiquette de que tu disais, small ball 5, Ouais, parce qu'on lui passe même plus on va même plus lui mettre la balle entre les mains là dans les équipes dans lesquelles il va jouer. Il va plus et avoir même dans ça. certaines situations, tu vois que, enfin, je sais que c'était une blague de Bill Simmons, donc je vais le citer quoi. Mais il disait même l'an dernier avec les Clippers, passer le milieu de terrain, il voulait plus la balle en fait. Tu vois, limite, je vais m'en débarrasser parce que je veux pas me retrouver dans une situation inconfortable où peut-être que c'est moi qui vais devoir attaquer le cercle ou peut-être que je vais devoir aller sur les lancers francs. Donc là, il y a une vraie question quand même, je pense, sur la confiance, la santé mentale. Sur la retraite, écoute, c'est un joueur qui s'est fait plein d'argent, hein. Donc si à un moment Bah, t'es pas heureux en NBA, si ton objectif c'est d'être dans la meilleure ligne du monde, mais d'avoir un rôle qui te plaît et que tu trouves pas ça, tu peux prendre ta retraite. Tu vois, on n'est pas dans la situation non plus de joueurs maintenant, chez ces joueurs-là qui ont eu l'opportunité de signer une prolongation d'un contrat rookie au max, comme ça a été son cas, tu peux vivre toute ta vie sans avoir besoin de rejouer, quoi. C'est la et question de la passion du jeu, quoi. d'autres l'ont fait avant lui. Andrew Bynum a Oui. arrêté tôt alors qu'il est All-Star. Je veux dire, ça arrive. Tu as des mecs très très forts qui montent très très haut très vite et qui derrière en fait ne continuent pas leur carrière. Et il n'y a même pas forcément un déclin, c'est juste que ça, comme tu l'as dit, la passion du jeu, ça clique pas, il y a un truc pas heureux, quoi que ce soit, et ils vont faire autre chose. Ouais, mais c'est un gâchis, hein. C'est quand même un des plus C'est gros un des plus gâchis, beaux je crois, que gâchis. j'ai Ouais. vu. Moi, tu vois, depuis un moment maintenant que je suis le basket, même les gens savent même plus en fait ce qu'il a été, tu vois, tellement ça a été court. Mais c'était un bonheur de le voir jouer avec Philly au début. Sa saison rookie, quand il y a déjà Embiid, Embiid est déjà fort parce qu'Embiid est arrivé avant. Embiid est blessé et Simmons se retrouve seul aux Ouais. commandes pendant une dizaine de matchs. Moi, je suis limite d'avis parce qu'on se doutait que ça allait pas marcher les deux. Je suis limite en mode, mais moi, je suis à ce moment-là, là, tu me demandes, je te dis non, il faut garder Simmons. Garde Simmons, construit tout autour de lui. L'équipe, c'était un délire, les Sixers. Mm. Et Ben Simmons, c'était un rouleau compresseur. En fait, c'était LeBron, le LeBron jeune, quoi, qui Ouais. percute et qui a pas peur, qui y va, qui met 20 points, 10 rebonds, 10 passes. C'était monstrueux, Ben Simmons, la saison rookie. Et je continue de penser que l'équipe des Sixers qui a perdu contre les Raptors en 2019 en playoff, si elle était repartie à l'identique, il y avait une manière de faire jouer Ben Simmons et Jimmy Butler. Parce qu'en fait, pour moi, je me disais, mais pendant 3 quarts temps, en fait, c'est Ben Simmons qui pousse le ballon, qui donne du rythme, qui a la balle. Et c'est la fin du match, tu mets la balle entre les mains de Jimmy Butler, et là, tu peux faire jouer potentiellement Ben Simmons dans un rôle de small ball 5, De ou du short moins de, roll, voilà, dunker où spot. tu le mets dans le dunker spot, et puis, tu vois, sur du jeu rapide, franchement, sur le jeu rapide, il était incroyable. Incroyable. C'était Donc, Yanis et LeBron en transition, quoi. Mais ouais, il y avait beaucoup de ça. Écoute, je te propose qu'on s'arrête là, Antoine. Merci, ouais, merci à tous, hein, pour parfait. les questions, à toutes et à tous. Toujours un plaisir de répondre à vos interrogations.
Clairement, clairement, grand plaisir. Bah, du coup, on se refait ça samedi prochain. Demain, le Hoop Culture et lundi, reprise des CQFR avec le CQFR du week-end. Bonne journée, bon week-end à tous. Ciao, ciao. Ciao. Game is out there, and it's either play or get played.